Donc je fais un retour tout de suite en disant c'est génial, mais en même temps il y a tout ça qui est hyper chiant. Regardez les gars, je vais éteindre la tour Eiffel. Not quite my tempo. The name's Bond. James Bond. Alors bonjour, moi je suis Nathanaël Karamitz, je suis le président du groupe MK2. MK2, c'est trois grandes activités principales. D'un côté, des salles de cinéma à Paris et en Espagne. De l'autre, un grand catalogue de droits avec près de 800 films qui a une histoire du cinéma. Donc, ça va de Chaplin à Truffaut, de David Lynch à Kiarostami, de Xavier Dolan à Haneke. Et une troisième activité qui s'appelle MK2+, qui est à la fois une rédaction avec le journal Trois Couleurs, un institut avec le MK2 Institut et également des grandes opérations événementielles de type Cinéma Paradiso au Grand Palais ou au Louvre dernièrement. Moi, personnellement, donc maintenant, c'est un groupe. Hein, on est sur deux pays, on est près de 450 salariés. Donc, mon travail à moi, c'est d'assurer on va dire la ligne stratégique du groupe, ses développements, son quotidien et le fait que chacune des équipes sache où elle va, ce qu'elle fait et assure son quotidien tout en étant garant de la ligne éditoriale de l'ensemble du groupe, puisqu'on est avant tout une entreprise de contenu et de cinéma. Et donc, on parle avant tout de contenu et cinéma. Bah écoutez, je vais dire comme tout le monde. Moi, je suis avant tout un défenseur du cinéma en salle. Donc, on va dire que je suis dans le camp des gens qui vous font sortir de chez vous, au même titre que le restaurant, le musée, le théâtre, la salle de concert. Donc, on est très impacté puisque sur les 12 derniers mois, on est maintenant à plus de 6 mois de fermeture. Le reste des mois a été avec des exploitations sous contrainte, donc avec des couvre-feux, des jauges réduites, etc. Donc évidemment, comme l'ensemble de ces secteurs de la sortie et du lien social, on est évidemment très impacté. Dans le même temps, ce qui est assez bizarre ou en tout cas difficile à comprendre, c'est que les activités continuent, en tout cas les activités autour du cinéma. Donc les tournages continuent notamment. Les films qui devaient se faire se font, les tournages sont en cours. Les marchés de films et les festivals se tiennent en ligne, mais les activités continuent. Les plateformes, on en a beaucoup parlé, on continue à beaucoup en parler, vivent leur moment de gloire parce il n'y a pas vraiment d'alternative. Donc, on a vu, nous, par exemple, faire des accords avec Netflix, mais aussi avec beaucoup d'autres plateformes ou chaînes de télévision pendant cette période, et ça partout dans le monde. Donc, le cinéma est très diffusé aussi à la maison, et on sent que le cinéma manque aux gens. Donc voilà, mon rapport est comme celui de tout le monde, c'est j'ai hâte que la vie reprenne et de pouvoir retrouver le plaisir de l'émotion collective en salle. Alors, déjà, une certitude, c'est on va sortir de tout ça. C'est une crise, elle aura une fin. Donc, ça, c'est le premier point. Et nous, c'est quand même ce qui nous guide depuis le début de cette crise et dès le premier confinement. Ça a été d'essayer de réagir avec l'idée qu'on allait s'en sortir, peu importe le temps que ça allait durer, mais qu'il y aurait une issue et que l'envie de vivre ensemble n'allait pas faiblir dans cette période. C'est ce qu'on a constaté par ailleurs entre les confinements, c'est qu'on voit que là, dès qu'on nous laisse la possibilité tous, on a très envie de sortir. Donc, on a toujours vécu l'idée qu'il y avait un bout du tunnel et qu'on allait y arriver. Donc, nous, on a fait beaucoup de choses finalement pendant cette période. D'un côté, on a lancé une plateforme qui s'appelle MK2 Curiosity, qui est une plateforme qui propose 5 films gratuits toutes les semaines, qui sont des bizarreries et curiosités du cinéma. C'est la première plateforme de AVOD en
France, qui finalement a déjà fonctionne extrêmement bien sur des films qui normalement sont peu ou pas diffusés. Donc c'est aussi un grand motif de satisfaction. C'est finalement cette période nous a permis d'accélérer un certain nombre de mouvements qui étaient déjà en cours. Et après, nous, en fait, on a plein de projets. Le prochain qui arrive, c'est l'ouverture de l'Hôtel Paradiso, c'est Place de la Nation à Paris, au-dessus d'un de nos cinémas, projet qu'on mène depuis bientôt 6 ans maintenant, et qui est un vrai hôtel cinéma. Donc, le principe, c'est on va dire, il y a un cinéma dans chaque chambre. Il y a 36 chambres. Le principe de base, c'est qu'il y a un écran de 3 mètres avec un vidéoprojecteur dans chaque chambre, à peu près 1000 DVD disponibles, une PlayStation, une sélection de films qu'on vous propose de manière hebdomadaire, un cinéma en plein air sur le toit qui ouvrira à partir du mois de mai, des loges privées à l'intérieur des salles, enfin voilà, plein de déclinaisons, une nouvelle manière de consommer le cinéma à deux ou entre copains. Donc ça, c'est pour une ouverture là. On a reçu le chantier il y a quelques jours. On commence ce qu'on appelle un soft opening à partir de la semaine prochaine et on ouvrira au public à partir du 1er mars. Dans le même temps, on avait un projet dans l'agglomération de Strasbourg, juste à 10 minutes du centre-ville, dans la ville de Schiltigheim, dont les travaux doivent démarrer maintenant d'ici 2 mois, pour créer un ensemble dans une réhabilitation industrielle de ce qui s'appelle la Brasserie Fischer, qui était la première malterie de France. On va créer un cinéma de 9 salles et un ensemble de lieux d'expérience et de diffusion de contenu assez originaux. On avait pas mal de projets en Espagne qui continuent. On a une construction en cours très très loin d'ici, à Nouméa, d'un premier cinéma sous franchise qui s'appellera le MK2 Doumbéa, qui ouvrira cet été. Donc, on va dire qu'on n'a pas faibli du côté des salles de cinéma et notre programme de développement continue comme il devait continuer. Et de l'autre côté, sur les films, c'est pareil. Il y a eu pas mal de choses pas mal de films qui ont été un peu décalés, etc. Mais on arrive cette année avec une vingtaine de nouveaux films du monde entier, beaucoup de jeunes, beaucoup de premiers films, beaucoup de femmes réalisatrices, beaucoup de techniques différentes, de l'animation, etc. Les festivals continuent et reprennent. Là, il y a Berlin qui va se tenir de manière digitale, Cannes dont les dates ont été déplacées et qui aura lieu au mois de juillet. Donc, on se prépare à ce moment de réouverture et de réouverture globale, parce que ce qu'il faut bien voir aussi, c'est que le sujet n'est pas qu'en France. Le problème des salles de cinéma, c'est qu'il faut qu'il y ait un ensemble de pays dans le monde qui soient ouverts pour que les films sortent, notamment les films américains, et qu'il y ait cet effet d'entraînement dans les cinémas. Et donc, on va dire qu'on essaie de se préparer, on essaie de regarder l'avenir, et on se dit qu'il y a encore quelques mois à tenir, mais que ça n'est que quelques mois. Alors déjà, je pense qu'on se trompe beaucoup sur les plateformes en faisant une concurrence pour les cinémas. Ça vient d'un point originel, on va dire, notamment dans le rapport de Netflix à la salle de cinéma, et qui est un rapport très américain, ce qu'il faut bien comprendre, où en gros, il y avait une opposition assez frontale entre Netflix et les salles de cinéma sur la chronologie des médias, donc sur le fait que la salle ait une fenêtre d'exclusivité, ce dont Netflix ne voulait absolument pas, et sur le fait que les patrons de Netflix ont, à l'époque, notamment sur les salles américaines, eu des mots très durs, ce qui peut se comprendre à plein d'égards, parce que les salles américaines ne sont pas au niveau des salles françaises, telles qu'on les connaît. Ça fait longtemps qu'ils n'avaient pas investi dans leurs salles. Vous avez beaucoup de salles qui sont un peu obsolètes. Néanmoins, là où on se trompe, c'est que les plateformes sont avant tout des concurrents pour le monde audiovisuel à l'intérieur des tablettes ou des écrans. Donc, c'est avant tout des concurrents de la télévision classique, c'est avant tout des concurrents de YouTube, c'est avant tout des concurrents des réseaux sociaux. Et c'est cet univers-là qui se met en concurrence. Donc, quand on fait notre accord avec, par exemple, Netflix, on fait notre métier de vendre les films et de les diffuser au plus grand nombre, et ça par tous les médias possibles. Donc pour nous, c'est du business, on va dire business as usual. Si on avait fait la même chose, ça faisait 2 ans et on continue à travailler avec Amazon. Ça n'avait pas fait autant les gros titres. On vend nos films à France Télévisions en permanence, à Arte en permanence, aux chaînes du câble en permanence, et ça partout dans le monde. Donc la création du débat en ce moment de dire est-ce que les gens retourneront en salle, est-ce que les plateformes ont pris une place, est-ce que nos habitudes ont durablement changé, c'est des choses qui existaient déjà. Le fait qu'on ait envie de vous faire rester à la maison ou le nez collé à votre écran ou sur votre téléphone existait avant cette pandémie.
Ce qu'on voit aussi, c'est que c'est pas parce qu'on a tous Deliveroo ou Uber que d'un coup on n'aura plus envie d'aller au restaurant, que c'est parce qu'on peut voir les films à la télé qu'on n'a pas envie de sortir, etc. Donc on n'est pas inquiet sur l'idée que tant qu'on est des êtres humains, d'avoir des émotions collectives et rire et pleurer ensemble. On peut d'ailleurs le rapporter à un autre secteur, c'est la musique. C'est pas parce qu'il y a eu l'iPod, Apple, iTunes et 100% de la musique digitalisée que les salles de concert ne marchait pas, ça n'a jamais aussi bien marché que dans les dernières années, ça a donné l'essor du vinyle, etc. Donc l'idée que les gens aient envie de vivre n'est pas, à mon avis, du tout en cause dans ce contexte, et on y reviendra. L'autre élément généralement qui est donné là-dedans, c'est de dire il y a un petit problème de positionnement sur les salles de cinéma. Moi, depuis que je suis né, on me dit que le cinéma est trop cher. Le seul truc, c'est que quand on regarde les chiffres objectivement, ça reste le loisir le moins cher, quoi qu'on en pense. C'est moins cher qu'une place de parking à Paris, c'est moins cher qu'un concert, c'est moins cher que le théâtre. Il y a les cartes illimitées, donc c'est un loisir accessible. Après, il y a des réseaux de salles qui ont cette idée, par exemple, de premiumisation. Donc, ils vous mettent de gros fauteuils, plein de technologies, essayent de vous vendre des places pour quasiment un an d'abonnement à Netflix. Donc, évidemment, ces salles-là et ceux qui ont fait ce choix-là, à mon avis, sont dans l'erreur d'un point de vue de positionnement stratégique. Nous, chez MK2, on est dans l'exact opposé. C'est l'idée que le cinéma est un loisir populaire, une manière d'accéder à la culture et à une fenêtre sur le monde qui doit être très accessible. Très accessible. Nous, on a par exemple des tarifs qui sont 4,90 € pour les moins de 26 ans en semaine, qu'on a élargi avant la pandémie à l'ensemble de nos salles. Il y a les cartes illimitées, etc. Donc, le sujet de l'accessibilité, pour moi, est un élément clé de la salle de cinéma. Et par ailleurs, ce qu'on voit dans cette crise et ce qu'elle révèle aussi, ce qu'on pensait déjà avant, c'est qu'il n'y a pas, par exemple, de problème pour l'idée que les jeunes n'aient pas envie de cinéma. Il y a un problème de prix du cinéma. Et on ne peut pas avoir une population d'étudiants et de jeunes qui ont autant de difficultés financières et se dire que vendre des places à 15 €, c'est ça l'avenir. Donc, voilà, il y a plein de choses à adresser, mais l'idée que les gens aient envie de sortir, aient envie de salles, aient envie sûrement aussi d'autres choses dans les salles demain, que ce soit du cinéma, des concerts, des conférences, etc. En tout cas, l'idée que la salle comme un lieu proche de son quartier, qui crée du lien et qui est un espace d'émotion collective, pour moi, a clairement de l'avenir dans les années à venir, parce qu'on a tous besoin de ce lien. Et cette crise, à la limite, n'est qu'un révélateur sur l'idée qu'on en a vraiment besoin et qu'il est indispensable à notre vie. Alors, Xavier Dolan, c'est comme souvent, c'est une histoire de hasard, comme souvent dans le cinéma. C'est d'abord une histoire de hasard. Cette histoire commence alors qu'on fait un autre film dont le montage se passe à Montréal. Et là, notre coproductrice canadienne me dit, j'ai un petit jeune là dans la salle d'à côté qui fait un truc vachement intéressant. Il n'est pas très content de son distributeur en France. Est-ce que vous voulez regarder? Moi, j'avais un de mes collaborateurs qui était là-bas, qui m'envoie du coup son film qui était Les Amours imaginaires. Je regarde immédiatement et où je vous avoue qu'au premier visionnage, j'ai un double rapport, à savoir assez fasciné parce que le film est fascinant dans son rythme, montage, sachant il avait à peine 20 ans à l'époque. Et en même temps, il y avait plein d'effets de style, un peu agaçants. Donc, je fais un retour tout de suite en disant c'est génial, mais en même temps, il y a tout ça qui est hyper chiant. Donc, pour l'instant, pas très chaud, mais s'il retravaille, on en reparle. Et 24 heures après, j'ai reçu le film avec un ensemble de modifications qui avaient été faites, qui allaient dans le sens de ce qu'on avait pu lui dire. Donc, Xavier a eu cette intelligence fondamentale qui est de beaucoup écouter ce qui se passe autour de lui. Et à partir de là, cette relation qui est un mélange d'amitié et de travail a commencé, et on a collaboré depuis sur l'ensemble de ces films d'une manière ou d'une autre, à chaque fois avec une position un peu différente. Et voilà, on va dire qu'on a grandi ensemble, puisque nous, en tout cas pour moi, c'était aussi mes débuts. J'ai commencé à avoir une longue carrière, mais j'étais aussi assez jeune à l'époque, puisque j'attaquais ma trentaine, ce qui est jeune pour faire mon métier de producteur. Et donc, on va dire qu'il a passé sa vingtaine et j'ai passé ma trentaine, où on s'est accompagnés et on a grandi ensemble dans ce métier, et le tout avec, en tout cas pour moi, une admiration sans borne pour lui, son travail et sa capacité à la fois
remise en question, sa capacité à travailler des styles et des ambitions différentes à chaque fois, à se remettre en question à chaque fois et avoir une compréhension de sa génération, du monde et du cinéma aussi profonde et intense pour son âge, parce que il a beaucoup parlé de son âge, mais ce n'était pas un sujet, c'est juste un grand cinéaste. C'est ça qui fait son talent et son intérêt. Écoutez, je sais pas si j'ai vraiment des conseils. Je pense que vous vivez un moment qui est compliqué pour tout le monde, mais qui est, je pense, vraiment particulièrement compliqué pour votre génération. Moi, on va dire que je peux que vous dire ce que j'essaie de m'appliquer à moi-même. C'est déjà, ça va passer, même si le temps pour vous me paraît plus long, sûrement que pour moi. Tout ça va changer, que c'est des belles années qui s'annoncent aussi, parce que quand on vit des grandes crises, on vit aussi des grandes libérations. Donc, je pense que l'ensemble de la frustration accumulée, vous la rattraperez d'une manière ou d'une autre, que je peux que vous encourager à l'injecter dans de la création, de la créativité, et que du coup, moi je crois beaucoup à l'idée qu'on vivra des années folles à la sortie de tout ce bordel, que dans les sujets de cinéma, d'image en général, par contre, vous vivez aussi un moment qui est extrêmement particulier, c'est que finalement, ça n'a jamais été aussi facile de tourner des images, de les diffuser, de créer des audiences, d'aller essayer des choses. Donc, il faut surtout jamais, notamment dans le rapport au cinéma, il n'y a jamais à la limite autant d'accessibilité, s'arrêter à l'idée que c'est compliqué, que les barrières d'accès sont infranchissables, qu'il faut connaître, qu'il faut être fils d'eux, etc., etc. Aujourd'hui, toutes ces barrières ont complètement explosé, c'est tant mieux. Et que voilà, il ne faut pas hésiter à fabriquer des choses, pas se décourager, regarder l'avenir, parce que la lumière est au bout du tunnel. Et encore une fois, je pense que vous aurez la compensation de ces années compliquées avec de grandes et belles années qui vont arriver. This is a tasty burger.